Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je la fais parce que dans le marché asiatique vont ouvrir dans quelques heures maintenant, et je m'attends à plusieurs choses. Allez, on va y venir dans cette vidéo. Alors, il y a 1 an et 8 mois, on avait fait une vidéo sur la fin de l'YCC. D'accord? 1 an et 8 mois, j'avais fait une interview avec un trader d'hedge fund, dont vous appréciez beaucoup le contenu, parce qu'il y a quand même j'ai quelques milliers de vues sur ces vidéos quand même, c'est celle qui compte le plus de vues sur ma chaîne. Et donc on parlait de la fin de la politique japonaise qu'on appelle le Yield Curve Control, YCC. Et il se trouve qu'on y est enfin. Alors ils ont fait traîner les choses trimestre après trimestre, c'est incroyable. 1 an et 8 mois, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant qu'elle vient de rehausser à nouveau ses taux d'intérêt, on assiste à ce qu'on appelle un rapatriement des capitaux des Japonais, des investisseurs japonais, vers leur pays. C'est ce qu'on appelle un flight to quality. Pourquoi? Parce qu'on va chercher de la qualité. Parce qu'en comparant l'économie japonaise avec l'économie américaine, par exemple, eh bien, il n'y a pas photo, l'économie japonaise est bien plus sûre que celle des États-Unis. Ça fait 30 ans que l'économie japonaise n'offre pas de rendement, et c'est pour ça qu'il y a une fuite de ces capitaux vers les fonds d'investissement, vers les économies occidentales où il y avait plus de rendement tout simplement, tels que le S&P 500, les sociétés du S&P 500 ou du Nasdaq tout simplement. Et maintenant que les rendements sont plus élevés parce qu'elle aussi doit affronter l'inflation, eh bien finalement il devient intéressant de rapatrier ses capitaux vers une économie de meilleure qualité. Alors, vous me direz, si vous comparez le PIB, enfin la dette du Japon par rapport à son PIB, elle est 250% de mémoire, et donc elle est bien plus élevée que celle des États-Unis, mais elle est détenue par sa population, c'est pas par des fonds d'investissement, ce qui veut dire que elle reste solide. Et ce que ça induit, cette fuite des capitaux, c'est que les marchés, c'est comme la nature, ils ont horreur du vide. Il va falloir le combler, ce vide. Donc autant la semaine dernière, on a assisté à une baisse du TOPIX de 6%, autant il faut s'attendre à une baisse du S&P 500 d'au moins 15%. Et on n'y est pas du tout encore. Ça vous donne la marge de progression qu'il y a en matière de baisse du S&P 500. Pareil pour le Nasdaq. En tout cas, c'est ce qu'avait expliqué votre trader de gestion favori. Et donc, voilà à quoi il faut s'attendre. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on va assister à un crash, littéralement, parce qu'en soi, c'est un crash 15%. Et on a vu pire, quand il y a un crash en bonne et due forme, on est entre 40 et 60% de baisse. Moi, je me demande si on va pas avoir un crash entre 40 et 60% de baisse sur le marché américain. Pourquoi? Eh bien, c'est là que je vais passer sur la deuxième partie de la vidéo que je suis en train de vous faire, parce que la première, c'était vraiment de vous parler du Japon, avec notamment la règle de Sham, qui confirme d'ailleurs que les États-Unis sont en récession. Et donc, ce retrait de liquidité, ce rapatriement de liquidité vers le Japon va encore aggraver la situation quelque part. Et voilà. Et donc, du coup, faut s'attendre à partir de maintenant à un l'or qui va monter, qui va passer les 2500 en direction des 3000. Et bien sûr, c'est un crash au moins à 4000 ou à 5000 les 33 grammes. Hein. Personnellement, c'est ma prévision, je dis ça comme ça, j'en sais rien, mais je me trompe peut-être. Et d'ailleurs, on a ce week-end, on a l'Iran depuis hier soir qui a bombardé Israël, notamment détruit une base militaire. En tout cas, ils ont frappé une base militaire israélienne. Et il faut s'attendre également à ce que le pétrole s'envole. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'histoire des marchés financiers, je me suis fait une liste, hein, parce que euh, c'est quand même assez fou de se dire qu'on a eu un crash en 2008 à cause de l'immobilier. Voilà, c'est l'immobilier qui a entraîné, qui a fait plonger l'économie mondiale. On a, l'immobilier américain précisément, on a en 2001 la bulle des dot-com. On a également les années 80, l'inflation, avec Paul Volcker qui est intervenu pour stopper net l'inflation qui était donc à 2 chiffres à l'époque. J'avais fait une vidéo sur le sujet, que je vous invite à revoir. Et on a également les crashs des années 70, début et fin des années 70 sur les 2 crashs pétroliers. Comme je l'ai dit à chaque fois depuis tout à l'heure, c'est vraiment un event qui a provoqué le crash. Et là, on a plusieurs events qui auraient pu provoquer un crash, et ça s'est pas encore vu juste depuis le Covid. On commence par le Covid en soi, mettre l'économie à l'arrêt complètement au niveau planétaire, et regarder les pays s'endetter massivement. Regarde l'économie américaine, hein, c'est lent au début, depuis les années 1800, et puis c'est brutal en ce moment, donc ça ne peut que mal finir, hein, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Et pourtant, on n'a pas eu de crash suite à cet event, donc le Covid-19. Et en ce moment, par exemple, on a la France qui est mise sous tutelle. Voilà. Donc est-ce qu'on va avoir un crash à la grecque, avec on va aller piocher dans l'économie des particuliers pour combler le trou qu'il y a
dans la dette française, ce qu'ils appellent l'union monétaire. Enfin, pour moi, c'est non merci, hein, très clairement, je ne suis pas responsable de ça. On a également donc, je vous l'ai dit, la règle de Sham qui a été déclenchée parce que les attentes en matière d'emploi aux États-Unis ont été insuffisantes. Et cette règle a toujours vu juste, moi elle a eu 2 faux positifs. Et est-ce que à la façon de l'YCC, elle va avoir encore ça va à nouveau être un faux positif le temps que ça devienne un vrai event, hein, je ne sais pas. En tout cas, on a le Moyen-Orient qui s'embrase, donc franchement, l'ouverture des marchés, que le pétrole fasse ouvre vraiment en hausse, ça ne m'étonnerait pas. Ce qu'on appelle un gap aussi. Donc, je dis une bêtise, hein, je ne sais plus à quel cours il a fermé vendredi, mais s'il a fermé à 85, est-ce qu'il ne va pas ouvrir à 90? Donc un gap, simplement, et haussier. On voit que l'Europe veut créer son armée, l'armée européenne. Pour ça, elle a besoin de 500 milliards, von der Leyen, de ce qu'elle a déclaré il y a quelques semaines. C'est énorme. Parce qu'il n'y a pas cet argent, il n'existe pas. Sauf si elle pioche dans l'économie de la population européenne. On a, il y a quelques semaines de ça également, une quarantaine de banques, de petites banques chinoises, là c'est pareil, hein, ça découle de Evergrande, hein, du marché de l'immobilier chinois. Petite quarantaine de banques qui ont fait faillite et qui ont été regroupées pour en faire une plus grosse. Mais une plus grosse banque en faillite, ça reste une plus grosse banque, hein, donc il n'y a pas photo. En parlant de l'immobilier, on quitte la Chine, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'arrête pas d'avoir des sociétés qui font faillite dans l'immobilier commercial parce que leurs tours sont désespérément vides, elles ne sont plus rentables tout simplement. Et sauf qu'elles empruntaient auprès de banques régionales. Et donc à un moment donné, les banques régionales, cette histoire de banques qui font faillite, c'est pas fini, hein, ça va continuer forcément. Sauf qu'à un moment donné, il va y en avoir un peu trop de banques régionales qui vont affecter, parce qu'elles sont toutes interconnectées les banques, hein, et elles sont toutes surtout dépendantes des grandes banques. Donc à un moment donné, elles vont forcément impacter les grandes banques. Combien de temps est-ce que ça va durer avant que ça ne se voit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'on y est enfin. Peut-être qu'on y est enfin et qu'on va assister vraiment à ce fameux crash et que tout va être révélé, tout va tomber, quoi, tout simplement. Donc voilà, et si on regarde l'histoire des crashs à nouveau, donc comme je le disais, là déjà on a eu le VIX qui s'est envolé de 25%, tandis que le Topix s'est tombé de 6%. C'est pas fini parce que si on doit avoir une baisse d'au moins 15% du S&P 500, d'au moins 15%, et bien plus si finalement cette spirale de baisse devient incontrôlable, hein, qu'on assiste à du 40, 50, voire 60% de baisse du S&P 500, parce qu'après tout, toutes les entreprises qui en font partie sont, en tout cas surtout les 7 magnifiques, sont largement surévaluées si on regarde leur price earning ratio, donc ça veut dire que il va falloir rétablir l'équilibre dans la vie, et toute chose comporte un équilibre, les marchés financiers, on va dire, n'en sont pas exclus. Voilà. Et donc on a une récession aux États-Unis, on a le VIX qui est en train de bondir, le pétrole qui va s'envoler, le cours de l'or qui s'envole, le Moyen-Orient qui s'embrase. Potentiellement, si on n'a pas de crash finalement jusqu'à l'année prochaine, il ne faut pas oublier que la Chine a donné jusqu'en 2025 à Taïwan pour rentrer dans les rangs, que les États-Unis ont déjà approvisionné en carburant toute leur base militaire auprès de leurs partenaires asiatiques, en tout cas pour ceux qui restent, parce qu'avec l'ASEAN, l'accord de l'ASEAN, on va dire que il y en a de moins en moins, il y en aura de moins en moins. L'année dernière, il y a eu seulement 48% en 2022, pardon, il y a eu seulement 48% des échanges mondiaux qui se sont faits en dollars. Donc la dédollarisation du monde continue de s'accélérer. Et elle sera contournée aussi bien par les cryptos que par les systèmes russes et chinois, donc l'équivalent du SWIFT, hein, qui leur permettra de passer directement sur ce système plutôt que de passer par le système américain et donc de se prendre des sanctions de milliards de dollars. On a donc l'YCC, finalement, on parle de milliers de milliards de dollars qui vont être rapatriés au Japon. Qu'est-ce que je dis? Voilà, on a un marché de l'emploi qui est faible, en tout cas qui est surtout principalement composé de migrants, donc la population américaine, elle ne travaille plus, et n'arrive plus à joindre les deux bouts et saute des repas. On a donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, une explosion des faillites des entreprises, et pas que dans l'immobilier commercial. Voilà, on a tellement d'events, si vous voulez, qui devraient provoquer un crash et qui ne le font pas, que je ne comprends pas. Et je ne vois pas combien de temps ça pourrait tenir plus long, et combien de temps ça pourrait encore tenir comme ça. Et aussi, alors un event un petit peu différent, c'est Warren Buffett qui vient de revendre 50% de son portefeuille d'Apple. Voilà.
Donc il en a vendu 50%. Des centaines de millions d'actions Apple, il en a liquidé la moitié. Et il est assis sur la plus grosse réserve de cash qu'il a jamais eue de l'histoire de sa carrière, le petit bonhomme. Euh, et là encore, ça me rappelle un petit peu 2008. Avant 2008, il se faisait un peu harceler par ses investisseurs qui lui disaient qu'il était has-been et que cet argent qui dormait, qui ne rapportait pas d'argent, il fallait l'investir, sinon ils allaient se barrer. Et il a tenu bon. Ensuite, il y a eu le crash de 2008, et là, il a tout investi, forcément, parce que tout était en baisse, c'était les soldes. Alors pourquoi est-ce qu'il est assis sur une telle montagne de cash? Est-ce qu'il n'y aurait pas un crash est-ce qu'il ne verrait pas un crash arriver? Alors qu'est-ce qu'il sait que vous ne savez pas? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il sait qu'il pense que vous ne savez pas? Et que pour ma part, en tout cas, j'estime savoir, hein, c'est qu'on a un crash qui arrive. Voilà. Donc, un crash, c'est pas quelque chose de négatif, ça veut juste dire que si vous avez des positions en action, revendez-les. Et attendez voir ce qui se passe. Après, ce que je dis, c'est pas du conseil, parce que ça n'engage que moi. En tout cas, moi, je veux pas de problème, mais lorsque je dis qu'il y a un crash qui arrive, ça n'engage que moi. Et je vous pose les faits là, et puis vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de croire ou pas, c'est à vous de voir. Mais je vois difficilement comment est-ce que je pourrais me tromper personnellement, me concernant, mes investissements, quels qu'ils soient. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait passer à côté du fait que on est en crash. Voilà. Et que, en tout cas, qu'il est imminent, qu'il va bientôt se faire, et que ça va faire mal. Pour ceux qui ne sont pas préparés, ça va faire du bien à ceux qui sont préparés. Alors ça veut dire quoi? Si vous regardez les crashs précédents, on a entre 40 et 60% de baisse la première année, et entre 20 et 30%, allez, entre 20 et 40%, soyons fous, sur la deuxième année. Voilà ce que ça veut dire. Sur les indices. Les actions, c'est pire. C'est différent. Ça peut être moins grave pour certaines, et bien pire pour d'autres. Prenons par exemple le marché de l'IA. Le marché de l'IA, c'est un marché dans lequel on investit 250 000 milliards de dollars sur les 5 dernières années qui viennent de passer, pour un marché qui pèsera 720 milliards. Je répète, 250 000 milliards de dollars versus 720 milliards. On a un problème. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'investir dans Nvidia? Alors déjà oui, parce qu'en soi, je trouve que l'action est beaucoup trop évaluée par rapport à ce qu'elle fait. Mais non aussi parce que c'est une entreprise qui, c'est comme dans un immeuble. Elle est sur la partie des fondations, qui supportent l'ensemble, ce qu'il y a au-dessus. Les fondations sont censées, elles, être incassables. Parce qu'après tout, elles le vendent aux entreprises au-dessus, celles qui vont fabriquer les programmes qui permettent à une IA de tourner, elle va leur vendre des composants qui leur permettront de le faire. Ça veut donc dire qu'elle, quelque part, elle est intouchable. Mais ça, ce n'est que mon avis, qui n'engage que moi. Mais les entreprises qui sont au-dessus, à mon avis, elles vont avoir du mal, si elles n'arrivent pas à se positionner sur leur marché, à tenir bon. Et c'est facile, on fait le calcul. Pour vous dire combien est-ce que ça va dévisser. Vous faites 250 000 milliards divisé par 720 et vous voyez le ratio qui va ressortir, donc à peu près 400 fois, pour vous dire, ok, voilà de combien va dévisser l'IA. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, je vous colle les liens, et puis vous regardez par vous-même, vous lisez par vous-même ce que je viens de vous dire, enfin pour vérifier ce que je viens de vous dire, tout simplement. Voilà. Maintenant, si on vous investit sur les valeurs, la bouffe par exemple, ça, il y a moins de risques sur la bouffe, parce qu'on a toujours besoin de bouffer, donc peu importe ce qui se passe. Bon, la récession fera que ça va freiner l'économie, ça donc fera freiner la consommation, mais en soi, on a toujours besoin de manger. Donc la bouffe, c'est une valeur sûre. Contrairement à l'IA, quelque part, est intangible, et pas forcément nécessaire quand on est en période de récession. Après, je dis ça, je dis rien. Donc il faut arriver à mesurer un petit peu sur les marchés sur lesquels il faut aller, de ceux sur lesquels il ne faut pas aller. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au départ, il faut savoir parier. On a tendance à acheter en disant que ça va monter, mais aussi on peut acheter avec l'objectif que ça baisse. C'est ce qui s'appelle être en position vendeur. Voilà. Vous estimez qu'un indice va baisser, il faut simplement se mettre en position vendeur et puis attendre qu'il diminue pour ensuite encaisser vos gains, parce qu'au fur et à mesure qu'il va diminuer, vous êtes dans le bon sens du marché, vous encaissez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est l'occasion de faire de bonnes affaires comme le fait Warren Buffett, tout simplement. Donc soyez à l'écoute, et puis vous arriverez à saisir ces bonnes occasions. Pour ma part, j'arrête là, je vous dis à bientôt. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu comment vous positionner pour détecter le prochain Nvidia, par exemple. Ou le prochain Facebook, ou le prochain... Voilà. Une méthode assez simple, je dirais, à faire, et puis je me suis dit que je vais vous la partager après tout. Voilà, donc sur ce, je vous dis bonne soirée, portez-vous bien, et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.